Bienvenue, c'est Métropolis. Allez, aujourd'hui, un petit bilan. 2018, c'était pour nous l'année de la femme. Qu'est-ce qui a changé depuis MeToo? Et depuis que ces femmes courageuses racontent leur histoire? Par exemple, Annie Ernaux, avec ses mémoires de fille, pour nous, le livre de l'année. Ou encore notre musicienne de l'année, Ville de Franck, qui nous raconte comment c'est une petite voiture qui a décidé de sa carrière. Mais nous irons d'abord à Berne, capitale de la Suisse, où nous jouerons à cache-cache avec les stéréotypes. Par exemple, les Bernois sont les plus lents des confédérés. C'est possible? Berne. Berne. Peut-être que notre inertie nous vient de la Haar, qui a un cours si tranquille. Il coule paresseusement. Il y a une certaine magie là-dedans. La chanteuse Stef Lachef s'accommode donc du fait que les Bernois sont considérés comme les plus longs des Suisses. Mais est-ce que la vie de cette capitale de 130 000 habitants est vraiment tranquille? Et que valent les autres clichés sur les Bernois et la Suisse? Toujours à l'heure, riches, propres et neutres. Raphaël Urweider vit à Berne depuis 24 ans, mais il a fallu longtemps avant que ce poète et metteur en scène de théâtre soit reconnu comme bernois. Oui, aujourd'hui, j'aime vivre ici. Je crois que c'est un amour difficile. Il faut donner beaucoup à Berne pour que Berne vous rende quelque chose. Berne est d'une taille bizarre. Je me dis souvent qu'elle est trop petite pour qu'on y trouve l'anonymat qu'il y a dans une grande ville, et quand même assez grande pour que les gens prétendent qu'ils ne vous connaissent pas. Donc c'est un peu ça. Berne, pour moi, a quelque chose d'obstiné. C'est incroyablement propre partout. Partout on nettoie à l'excès. C'est vrai des rues, partout. Depuis que j'habite ici, je vois le nombre de fois que les rues sont nettoyées. Même pour une rue qui n'est pas très fréquentée, c'est tous les 2 ou 3 jours. Donc en Suisse, les feuilles d'automne ne restent sur le sol que quelques heures. Après, elles disparaissent. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui explique que la Suisse n'est pas un monde si parfait que ça. Vu superficiellement, le tout fonctionne quand même très bien. Étonnamment bien. Mais sur quoi se fonde ce bel ordre? En grande partie sur notre richesse. Et sur quoi se fonde cette richesse? Die Schweiz ist das schönste Land der Welt. Répétition au théâtre de Berne. Irina Vrona joue une call girl russe qui veut absolument devenir suisse. Und auch das Hässlichste. Alles nur gemalt. Hinter der gemalten Fassade Sehr gut, ja. ein dunkler, grauer Bunker. Bérésina ou les derniers jours de la Suisse, c'est le titre de cette comédie mordante qui joue avec le cliché et la réalité. Elle a été mise en scène par Cihan Inan, directeur de théâtre d'origine turque. Le temps qu'il faut pour devenir suisse, il le connaît pour en avoir fait l'expérience. Ce n'est pas évident. On me l'a refusé quand j'avais 20 ans et j'y suis parvenu à 32 ans. Au deuxième coup, pour ainsi dire. C'est comme ça, même quand on est né ici. Je suis né en Suisse et ce n'est pas évident d'obtenir le passeport suisse. Le mythe de la Suisse, bien sûr, c'est ce pays riche, ce bon pays, un endroit où tout le monde voudrait habiter. Mais du coup, les gens veulent préserver cela. Et cette idée d'isolationnisme, le fait que les gens veulent le garder pour eux, ne pas le partager, c'est vraiment dommage. Elle est allemande et elle aussi veut devenir suisse. Nina Zimmer dirige le musée d'art de Berne.
Difficile de trouver plus suisse que ce qui est exposé ici. Ce sont des peintures de Ferdinand Hodler, l'un des plus célèbres peintres suisses des débuts de l'art moderne. Ça regorge de Guillaume Tell, le héros national qui a réussi à vaincre les grandes puissances. Toute la question, c'est de ne pas être dominé par l'étranger. C'est un mécanisme vraiment propre à la nation suisse depuis toujours et qui est ancré aussi dans ses mythes. Ce qui pour moi est le plus fort, ce que je suis émotionnellement la plus encline à approuver, c'est cette idée d'une volonté commune de former une nation, d'adhérer à une constitution, à des valeurs, malgré les différences de langage et de culture. C'est cela qui me donne les larmes aux yeux quand je me représente véritablement cet idéal. Elle tient à y participer, à voter ici. Plus de 400 000 Allemands vivent en Suisse. Et ça ne plaît pas à tous les Suisses. Ça fait partie de ma réalité comme Allemande vivant en Suisse. J'essaie bien sûr de m'adapter à cette réalité. Mais pour devenir suisse, il faut d'abord qu'elle sache tout sur ce pays. Question tirée du test de naturalisation. Quel nom donne-t-on à la différence culturelle entre la Suisse romande et la Suisse allemande? Le mur de la raclette, la faille de l'omelette ou le rideau du rösti? Nina Zimmer donne une conférence devant 50 anciens consuls généraux suisses. Ils sont tous arrivés? Tous. Il y en a beaucoup? Oui. Oui, l'affaire Gurlitt a fait les gros titres des journaux partout dans le monde. Plus de 1500 œuvres de la collection du marchand d'art des nazis léguées en 2016 au musée de Berne. Quand même. C'était un moment unique. On pouvait voir le nom de Berne dans des journaux où on ne le voyait pas d'habitude. Tiens, encore un article dans le South China Morning Post. Oh, et un au Mexique. La Suisse est habituée à faire les gros titres pour de mauvaises raisons. Hors-volée et comptes anonymes ont longtemps donné au pays une réputation douteuse. Et voilà que ces affaires reprennent avec les œuvres d'art spoliées. Un des sujets qui, avec l'affaire Gurlitt, a une nouvelle fois fait la une, c'est le rôle de la Suisse comme plaque tournante pour le marché de l'art. C'est un rôle très important. La Suisse a permis une libre circulation des valeurs et des œuvres. Sa position politique facilitait ça. Mais du coup, des œuvres d'art volées ou des œuvres issues d'une spoliation ont été vendues. Aujourd'hui, notre tâche dans les musées de Suisse est d'examiner de près nos collections et de faire un recensement critique de la façon dont ces œuvres sont arrivées dans ces collections. La provenance de ce Cézanne est désormais claire. Mais d'autres achats d'œuvres en Suisse restent obscurs, parce que le pays est une plaque tournante et aussi un énorme marché pour les négociants en matières premières. La Suisse est magnifique. Elle le doit à ces différents mythes avec lesquels nous avons grandi. La Suisse est très bien dans cette neutralité crispée. Elle agite les mains et dit « Non, nous n'avons rien à voir avec ça » ou « Ça n'est pas de notre faute ». Je ne pense pas que la richesse de la Suisse provienne du fait que nous travaillons plus que le reste du monde. S'il s'agit d'acheter des esclaves en Afrique et de les vendre en Amérique, le Suisse n'est pas dans le coup. Il se contente de récupérer le chocolat et de se l'approprier. Mélancolique, jamais vraiment joyeux, c'est le dialecte bernois. Les trois musiciens de Grusig veulent présenter une autre Berne et ne pas parler le Hochdeutsch. À Berne, il y a des endroits sombres, particulièrement la nuit ou tôt le matin. C'est une atmosphère qu'on trouve dans la vieille ville. Il y a assez de monde qui chante les belles choses de la vie, non? Nous, on chante les choses pas belles.
De vieilles légendes, des désastres, des crimes. Mais malgré ce look atypique, ils se heurtent quand ils vont à l'étranger aux idées typiques que l'on se fait de la Suisse. Vous gagnez plein d'argent, vous êtes riche. Et moi je dis oui, on gagne plus d'argent, mais on paye plus aussi. Et quand on leur dit le prix des loyers, les gens disent « Ah, tant que ça !» À quoi reconnaît-on un Suisse typique? Je ne suis pas riche. Absolument pas. Aucun de nous n'est riche. Mais à la fin du mois, il faut quand même pouvoir payer les factures et avoir de quoi bouffer. Oui, c'est une ville assez coincée. Si le train ne part pas et qu'il a 3 minutes de retard, les gens perdent les pédales et râlent. Je stresse, c'est l'heure de ma série sur Netflix. C'est ce souci de la régularité du quotidien qu'on a quand on est suisse. Et même si on lutte contre le courant, on a pourtant ce quotidien et aussi peut-être cette ponctualité en soi. Pour moi, Berne, c'est un sentiment spécial. On arrive par le train, on traverse le pont, on voit la ville et quand on est à Berne, il y a ce sentiment. Le sentiment de Berne, d'être ici. C'est impossible à décrire, mais c'est comme ça. On rentre chez soi et on se sent bien. C'est la plus vieille chanson populaire de Suisse, le Guggisberglied, l'histoire d'un amour contrarié. Jadis, dans les régiments qui partaient au loin, elle était interdite, parce que les soldats suisses attrapaient cette maladie suisse, le mal du pays. Je pense que je suis partie trop peu de temps pour que la Suisse me manque vraiment. Raphaël Urweider va souvent en Afrique. C'est là que se déroule sa dernière pièce pour laquelle il prend des photos aux portes de Berne. Et les mythes alors? Oui, les mythes, c'est vraiment important. Je veux dire, toute cette histoire de Guillaume Tell, les mythes fondateurs de la Suisse. Je pense que ça évolue toujours, mais ça prend du temps. Ce serait bien de voir quelque chose changer au cours d'une vie, sans devoir attendre plusieurs générations. On pourrait comparer Berne à un observatoire que l'on construit dans un endroit où il y a peu de lumière, sur une colline quelconque. Un endroit où il ne se passe rien, mais qui est idéal pour voir les étoiles. Et je pense que de Berne, on peut voir le monde. On devrait en tout cas. Aktuell. Pour nous, 2018 a été l'année de la femme et de MeToo. Quel est le bilan? Qu'est-ce que les débats et les manifestations ont apporté aux droits de la femme? Le MeToo a délié les langues. Plus d'une année s'est écoulée depuis que ce hashtag a fait le tour du monde. Et nous discutons toujours de l'état des lieux de l'égalité des droits. Néanmoins, la campagne contre les agressions sexuelles a remis en question les rapports de force entre les sexes. A-t-elle vraiment changé quelque chose? Je pensais que ça avait changé beaucoup de choses, jusqu'à cette récente débâcle à la Cour suprême des États-Unis. Une chose m'est apparue clairement, et je trouve ça très intéressant. C'est la discussion sur le consentement. Le fait que les femmes se sont rendues compte plus tard que ce qui leur est arrivé, ça n'était pas acceptable. Je crois que c'est une grande prise de conscience. Il n'y a pas eu que des bonnes choses dans MeToo, mais je crois que ça a été quand même un peu une tempête. La journaliste française Cécile Cala vit depuis 15 ans à Berlin. Elle a été entre autres correspondante pour Le Monde. Depuis peu, elle édite un blog, Medusa Blätter, les carnets de la Méduse, où elle observe les effets de hashtag MeToo dans les deux pays. En France, dit-elle, la campagne a mis le feu aux poudres.
Même le président Macron a fait un discours sur l'égalité homme-femme, a expliqué que c'était une des grandes causes du quinquennat. Et c'était juste, c'était à l'automne 2017, donc c'était en plein cœur de la vague MeToo. Même si elle a une femme à sa tête, l'Allemagne, à l'inverse, n'a pas encore vraiment inscrit ce débat à l'ordre du jour de son agenda politique, nous dit Cécile Cala. Je crois qu'en France, la situation était peut-être plus particulière qu'en Allemagne. C'est qu'on a quand même des comportements encore assez machos en France. J'ai été frappée par la différence en arrivant en Allemagne. Mais je n'ai jamais été harcelée au travail en Allemagne. On m'a jamais fait de propositions indécentes en Allemagne, alors que c'était, j'allais dire, mon quotidien quand j'habitais et que je travaillais à Paris. L'Allemagne n'est certes pas un pays typiquement macho, mais elle est encore très loin de l'égalité des droits. Le sexisme fait toujours débat et a trouvé son expression dans #MeToo. Est-ce que quelque chose a changé depuis? C'est la question que l'on se pose des deux côtés du Rhin. Ça fait remonter en fait toutes ces questions liées au corps de la femme et au fait et à cette question cruciale, c'est-à-dire quelque chose que les femmes savent depuis très longtemps, que leur corps leur appartient et qu'on ne peut pas les toucher, les violenter comme si elles étaient des biens meubles. Une réorientation pour laquelle Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine et féministe, se bat depuis longtemps. Cette année, elle a rendu publique ses histoires autour du MeToo. Le bilan qu'elle tire de cette campagne est décevant, surtout après le scandale qui a frappé le juge américain Brett Kavanaugh. Malgré de lourdes accusations d'abus sexuels, il a quand même été nommé à la Cour suprême. Ça m'a amené à réfléchir à ce que le #MeToo avait effectivement réussi à accomplir. Mais si on mesure les progrès d'après ce qui compte aujourd'hui pour nous, je pense que nous avons avancé. Au moins maintenant, on écoute les histoires des femmes. Son brillant discours intitulé « We should all be feminists », nous devrions tous être féministes, l'a rendu célèbre dans le monde entier. Cliqué plusieurs millions de fois, son discours devient culte. Beyoncé en personne en a repris quelques passages dans sa chanson « Flawless », sans faiblesse. Je pense que c'est une période où nous devons raconter plus d'histoires et nous devons les raconter différemment. Nous devons nous exprimer sur ce qui est injuste. Laia Abril, photographe espagnole, a elle aussi élevé la voix. Elle vient de remporter un prix prestigieux à la foire Paris Photo du Grand Palais. Elle a parcouru le monde et rapporté des histoires effrayantes. Au Salvador, par exemple, elle raconte que Guadalupe, 17 ans, a été violée. Elle tombe enceinte et, presque arrivée au terme de sa grossesse, elle fait une fausse couche. Ce qui lui vaut d'être condamnée à 30 ans de prison. Plus de 70 femmes sont en prison là-bas parce qu'elles ont fait une fausse couche au 3e trimestre de leur grossesse. Elles sont généralement condamnées à 30 ou 40 ans de détention. Je leur ai rendu visite en prison et c'était un énorme choc. Le travail de Laia Abril consiste à montrer le mépris pour les femmes qui persistent dans un grand nombre de systèmes judiciaires du monde. Car même dans les pays plus libéraux, les règles de conduite des femmes sont différentes, comme suivant une loi non écrite. Il y a un schéma qui dit « Tu ne dois faire ni ceci ni cela si tu ne veux pas te faire violer. Tu ne dois pas porter de vêtements sexy, te promener toute seule dans les rues, parler à des étrangers, tu ne dois pas te saouler dans une soirée. » Toutes ces recommandations sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Tous les pays ont un petit manuel pour éviter de se faire violer. Partout, le même mode d'emploi. Ce n'est pas au coupable, mais à la victime de s'en tenir aux règles, de restreindre sa liberté d'action, comme si elle était complice. Un aspect auquel d'autres femmes de #MeToo sont aussi confrontées. On continue à ne pas croire les femmes. On continue à ne pas penser aux femmes en termes d'égalité. J'entends aussi les gens dire « C'est l'année de la femme. Tout va aller pour le mieux. » Mais si vous regardez les lois et les politiques, c'est de pire en pire. Ce processus continue, on est encore en plein dedans. Alors on parle moins de MeToo, mais on parle d'autre chose. Le débat se poursuit. Et tant mieux. Littérature. L'écrivaine Annie Ernaux raconte elle aussi son MeToo.
Son histoire date de 1958. Son livre vient de paraître en allemand. Une approche très personnelle et une sensation littéraire. Je regarde tous les détails physiques de la photo. Et évidemment, je peux dire effectivement que c'est moi. Mais en même temps, ce n'est pas moi. Elle est partie à la recherche de la jeune fille de 18 ans qu'elle était il y a 60 ans. Annie Ernaux a voulu explorer ce qui s'est passé pendant l'été 1958, lorsqu'elle a perdu sa virginité. Cette expérience traumatisante a changé le cours de sa vie. Un événement qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même, accablée par la honte. Son livre « Mémoire de fille » raconte les étapes difficiles de cette recherche. À l'aide de ses propres notes, de lettres et de photos, elle a pu reconstituer ce qu'elle avait vécu autrefois. Elle se rapproche de cette Annie de 18 ans comme une étrangère, mais une étrangère qui partagerait ses propres souvenirs. Elle veut savoir toute la vérité. Tout cela, ça donne effectivement, c'est comme une historienne qui se pencherait sur une fille de cette époque. Parce qu'au fond, avec la distance, elle m'est aussi étrangère d'une certaine façon que n'importe quelle autre fille, finalement. À l'été 1958, Annie vient tout juste d'avoir son baccalauréat et elle part comme accompagnatrice dans un centre de vacances. C'est la première fois qu'elle quitte la maison familiale. Elle est en quête d'aventure et ça n'échappe pas à son responsable. Il l'entraîne dans sa chambre et tente violemment de s'introduire en elle. Sans réaction, la jeune Annie laisse faire. Inconcevable pour la femme qu'elle est aujourd'hui. Ce qui m'a déterminée le plus à écrire Mémoire de fille, c'est la honte éprouvée après, non pas juste après la nuit, mais dans les mois qui ont suivi. Et cette honte, elle est faite d'avoir été objet. Elle veut comprendre comment une chose pareille a pu se produire. Telle une ethnologue en approche d'elle-même, Annie Ernaux met en lumière ses origines modestes. Ses parents tenaient un café-épicerie en Normandie. Très tôt déjà, elle ressentait une sorte de honte sociale, le complexe de la classe inférieure à laquelle elle veut échapper. Pour ses recherches, Annie Ernaux s'est complètement immergée dans les années 50. Les femmes sont des femmes au foyer, des épouses et des mères au service de l'homme. On est 10 ans avant la révolution sexuelle. C'était une limitation au désir sexuel féminin. C'était alors que les garçons jouissaient de la plus entière liberté. Et même, c'était vraiment pour eux un plus de pouvoir coucher avec une fille. Elle n'a pris conscience de sa condition qu'après avoir lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, un livre très important pour elle. Tout d'abord, elle a complètement décroché pendant les 2 années qui ont suivi le choc de l'été 58. Elle était devenue anorexique, intérieurement dévastée. Et puis au bout de cela, ça surgit. Je vais écrire. Et j'ai toujours su que c'était, j'ai d'une certaine façon, que c'était né là, mais je ne voyais pas le lien. C'est en s'adressant à la jeune Annie de 18 ans pendant l'écriture de son livre qu'Annie Ernaux finit par cerner le contexte dans lequel c'est arrivé. Elle peut, à travers l'écriture, combler un vide central dans sa vie, trouver la pièce manquante du puzzle. Pour moi, c'est très, très important, effectivement, d'avoir écrit ce livre, d'avoir démêlé tout ce qui était une sorte de nœud presque inextricable. Ce livre sur la honte féminine n'est pas seulement une libération pour Annie Ernaux. Elle, qui ne pense jamais à ses lecteurs quand elle écrit, s'étonne de recevoir autant de lettres de soutien de la part de femmes, et surtout de très jeunes femmes. Mais pas seulement. J'ai reçu aussi des lettres d'hommes, et quelque chose est frappant. Ces lettres, c'est que ils sont très troublés. Ce livre les a troublés, les a interrogés. Je pense que le mouvement MeToo a aussi cette fonction-là. Alors ça, une fois, une interrogation collective. Et ça, c'est évidemment extraordinaire.
Mémoires de fille d'Annie Ernaux. Ce livre magnifiquement écrit et qui essaye de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ?» Photographie, photographie. Les photos de Jeannette Grégory sont magiques et hors du temps. Elles offrent un regard différent sur les familles roms et tziganes. Et elles ont permis à la Française de décrocher le titre de photographe internationale de l'année 2017. Des regards d'enfants heureux dans un décor de caravane. Ce sont des instants privilégiés que la photographe française Jeannette Grégory a su capter. Digne, fière et libre, c'est ainsi qu'elle montre les tziganes et les roms qui jusqu'aujourd'hui doivent lutter contre de forts préjugés. Tous les préjugés sont bien représentés, que ce soit dans l'actualité, par les photos, par les reportages, je pense à plusieurs hommes politiques en France qui ont tenu des discours totalement dégradants. Donc j'avais vraiment envie de montrer quelque chose de différent, voilà. Depuis 2010, cette pensée ne l'a pas quittée. À cette époque, le président Nicolas Sarkozy avait renvoyé des milliers de Roms dans leur pays de naissance, malgré les critiques de l'Union européenne. Bien sûr, il y a des problèmes de criminalité et de pauvreté, dit Jeannette Grégory. Mais elle souhaite mettre à l'honneur des familles comme celle-ci, qui vivent leur culture avec une grande dignité. Son projet photographique est devenu un engagement social. En 2017, elle a remporté le prix iPoti, notamment pour cette photo, celle d'une petite fille dont la mère vient juste de mourir. C'est un hommage qu'elle rend à sa mère, en regardant vers le ciel. Je trouvais que lorsqu'elle était rentrée dans sa caravane, qu'il y avait le reflet du coucher de soleil, on sentait vraiment un peu tout, j'ai envie de dire, toute son histoire, quoi, qui transparaissait au travers d'une image. Jeannette Grégory a gardé le contact avec Janissa et a continué de la prendre en photo. Aujourd'hui, elle va bien. Jeannette Grégory a entamé ce projet à long terme en 2009 dans le Polygone, une colonie de regroupement de Roms à la périphérie de Strasbourg. Quand j'allais sur le terrain, je trouvais que c'était... Il y avait une vraie poésie sur ce terrain, avec tous ces arbres, les cerisiers, les noyers, quand on voit leurs petits abris de jardin. Donc il y avait vraiment une beauté. Il y a 3 ans, elle apprend que les maisons seront démolies. Ces photos montrent comment la ville de Strasbourg a redessiné le quartier. Ce que la minorité tzigane considère comme une destruction de son espace vital, la ville le voyait comme un projet social phare. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Des maisons colorées et solides. Il y avait une intention sincère de vouloir intégrer la communauté tzigane. Mais les gens du voyage se montrent réticents. Ringo Weiss, qui est en fauteuil roulant à cause d'une malformation congénitale, est un peu le porte-parole de la communauté. Il veut expliquer pourquoi lui et beaucoup d'autres ont rejeté ces maisons pendant très longtemps. Le projet suscite toujours de l'incompréhension. Il fait confiance à Jeannette Grégory, qui a connu l'atmosphère particulière du campement. Vu que là où on habitait avant, on avait nos repères, la maison, il y avait une chaleur, vu qu'on l'a construit nous-mêmes. Puisque cette maison, pour moi, elle est froide. Les Sinti, un peuple nomade dans des maisons en dur. Aujourd'hui encore, comme Ringo, ils ne s'y sont pas vraiment habitués. Les caravanes, témoins du passé, se retrouvent à côté des maisons, comme chez les Français et les Allemands. Elles sont un symbole de leur culture, une vie libre et sans attache. Chez eux, les enfants sont rois. On se retrouve toujours ensemble à l'extérieur. Ce sont les vieux arbres qui lui manquent le plus. Quand je regarde maintenant à la télé et que je vois maintenant quelque chose quelque chose qui est dans la nature, des choses comme ça, c'est que je suis un peu gêné pour le dire, mais
J'ai parfois des larmes qui viennent. Ça me manque. Ringo Weiss préfère être pris en photo dehors, dans le jardin de sa mère. Pour Jeannette, c'est impressionnant de voir comment tous deux s'investissent pour perpétuer leur culture. Naturellement, beaucoup de leurs voisins vont au travail depuis longtemps et ils envoient les enfants à l'école. Donc nécessairement, il va y avoir un pas vers la sédentarisation, vers la normalisation, vers l'intégration. Mais je dirais que l'âme tzigane, elle va toujours rester là, le respect des anciens, les vraies traditions, ils peuvent quand même les garder, même en s'insérant complètement dans la société. Avec ces photos, Jeannette Grégory réussit à saisir de manière impressionnante le charme de la culture tzigane et rome. Margaret von Trotta a tourné son premier documentaire en 2018 sur un homme, Ingmar Bergman. Mais cette cinéaste est la spécialiste des films de femmes. Margaret von Trotta est la grande dame du cinéma allemand. Il y a 40 ans qu'elle fait des films et elle s'est imposée dans ce métier dominé par les hommes. Elle a surtout fait les portraits de femmes fortes et complexes. Et c'est ce qui a fait son succès. Hildegard von Bingen, les sœurs Henslin ou Hannah Arendt. Étant une femme, parvenir à faire des films à un moment où beaucoup d'entre elles ne pouvaient pas en faire m'a toujours donné le sentiment que je devais être la porte-parole d'autres femmes qui n'en avaient pas la possibilité. Au début des années 60, elle part pour Paris afin d'échapper à l'étroitesse de l'Allemagne d'après-guerre. Et elle y découvre sa passion pour le cinéma. Elle voit le 7e saut d'Ingmar Bergman. Et pour cette jeune fille d'à peine 20 ans, c'est une expérience clé. C'est la première fois qu'elle voit un film d'auteur. Bergman a été le déclencheur de tout ce qui est arrivé ensuite. J'ai vu ces films, ils m'ont dit quelque chose. J'ai vécu avec eux, ils m'ont accompagné. Mais celui qui se cachait ou qui se montrait dans ces films, je ne l'ai découvert que récemment en faisant cette recherche. À l'occasion du centenaire de la naissance de Bergman, elle suit sa piste. Elle va en Suède et rencontre des gens qui ont travaillé et vécu avec lui. Par exemple, l'actrice Liv Ullmann. Elle visite les archives Bergman. Elle veut découvrir qui était ce géant de l'histoire du cinéma. À la recherche d'Ingmar Bergman, c'est le titre de ce documentaire très personnel. Petit à petit, elle va aussi découvrir dans des conversations avec ses amis et ses proches, son fils par exemple, à quel point Ingmar Bergman était habité et aussi désespéré. Quand il se sentait mal, ce n'est pas dans sa famille qu'il cherchait de l'aide, mais dans le cinéma. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient le bouleverser ou l'inquiéter. Et c'est pour ça qu'il est si bon. Je veux dire qu'il connaît bien la fragilité de l'être humain. Un sentiment qu'elle connaît elle aussi, d'expérience. Née à Berlin en 1942, elle a grandi avec sa mère, Elisabeth von Trotta, une aristocrate balte, sans père et sans patrie. Ma mère ne m'a jamais laissé souffrir de ça. C'était une mère extraordinaire, qui m'encourageait et qui m'a toujours dit « Tu es douée, ne te laisse jamais persuader du contraire ». Et même quand elle était convoquée à l'école parce que j'avais été insolente, elle disait « Oui, je vais lui dire ». Mais ensuite, elle revenait à la maison et elle me disait « Reste comme tu es. Moi aussi, j'étais comme ça. Impose-toi ». C'est elle qui a fait de moi la femme que je suis. Elle rêve très tôt de faire des films. C'est la raison pour laquelle elle commencera par être actrice. Lass sie los oder ich schieß! Ich muss es Ihnen sagen, ich habe mich in Sie verliebt. Ich bin kein Mann für Sie. Es muss ja nicht ernst sein.
Mit Ihnen ist es immer ernst. Elle jouera des femmes émancipées, capables de souffrir. Et dans son métier d'actrice, elle essaiera toujours de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du personnage. J'ai toujours abordé mes rôles de façon très passionnelle. Dans l'écriture de mes scénarios aussi. J'ai toujours essayé de m'approprier les personnages pour ensuite redonner tout cela. Elle travaillera avec succès comme actrice pendant des années avant d'avoir l'occasion de mettre en scène avec son mari d'alors, Volker Schlöndorff. Elle s'y était préparée depuis longtemps. Pendant le tournage, je demandais toujours « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Je posais des questions à tous les metteurs en scène, pas seulement à Volker, mais à Fassbinder aussi, à tous ceux avec qui je tournais. Je regardais comment ils faisaient, et quand je ne comprenais pas, je demandais « Pourquoi vous faites comme ça ?» Dès son troisième film, Les années de plomb, en 81, elle rentre dans l'histoire du cinéma. Elle y retrace les parcours des deux sœurs Enslin. L'une est terroriste de la RAF et l'autre journaliste. Was wir machen ist wichtig, nicht nur für mich. Es waren kleine, manchmal winzige Erfolge, aber mit euren Bomben habt ihr alles zerstört. Klar, dass es uns leicht gefallen ist. Ihr habt unsere Arbeit verhindert, nicht die der anderen. Du hast es dir einfach gemacht, sehr einfach. Das war auch Werners Meinung. À Venise, elle reçoit un Lion d'Or pour Les années de plomb. Elle, la cinéaste gauchiste, de la même génération que les sœurs Enslin, elle veut comprendre pourquoi la politique et la violence sont si étroitement mêlées en Allemagne. Et celui grâce à qui elle est devenue metteur en scène, Bergman, lui a rendu hommage. Il a inclus son film dans sa liste des films les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est la liste de Bergman. Il y a 11 films. Il y a mis entre autres Les années de plomb, un film de moi, ce qui m'a fait très très plaisir. Je suis la plus jeune. Ensuite, il y a La Strada de Fellini, Sunset Boulevard de Billy Wilder, Quai des Brumes de Marcel Carné et Le Cirque de Chaplin. Et ce sont tous des hommes. Je suis la plus jeune et la seule encore vivante. Tous les autres sont morts. Bergman est mort et moi je suis toujours là. J'espère pour quelque temps. Musique. La violoniste norvégienne Vilde Frang vient de remporter le fameux Diapason d'or à Paris. Elle est en tournée européenne. Nous l'avons rencontrée à l'occasion d'un concert à Cologne. Le seul concerto de Beethoven pour violon et orchestre. 1000 fois joué, mais jamais comme le joue Vilde Frang. Quand tu joues de la musique, tu montres tout de suite qui tu es, sans filtre ni formule de politesse. C'est comme si tu disais « Voici la musique pour laquelle je m'enflamme. C'est mon problème, c'est mon atout. » C'est de ça qu'il s'agit. Sa force, c'est sa grande ouverture d'esprit. Elle interprète Beethoven d'une manière nouvelle, précise, de façon fine et moderne. La première tournée de Vilde Frang avec le Deutsche Symphonieorchester de Berlin sous la direction de Robin Ticciati est un sommet. Quelques minutes avant le concert, nous sommes dans la loge de l'artiste. Où tous, avant Beethoven, il faut du sirop. Je vais me chauffer un peu. Vilde Frang arrive à la dernière minute. Elle a vraiment pris froid. Spécialement pendant le concerto pour violon de Beethoven, vous ne pouvez pas prendre le risque de tousser et de détruire cette magie céleste de la musique. Son jeu aussi est magique. Vilde Frang est une des grandes virtuoses du violon en Europe. Cette Norvégienne de 32 ans vit à Berlin. Nous la retrouvons après son concert à Cologne. Elle est née à Oslo, dans une famille de musiciens. Premier concert à 10 ans,
Et peu après, elle est déjà soliste de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Tout étonnée, elle-même. En fait, elle voulait jouer d'un autre instrument. Elle avait jeté son dévolu sur la contrebasse. Nous n'avions qu'une petite Volkswagen. Mon père a dit « Encore une? Ça fera 3. Si on part en vacances, comment on va tenir dans la voiture avec 3 contrebasses ?» Anne-Sophie Mutter, la grande dame du violon, donne à Wilde une bourse, ce qui permet à sa vocation de mûrir. Aujourd'hui, c'est une musicienne brillante qui enregistre en soliste sur CD des compositions extraordinaires. Par exemple, cet octuor pour cordes de Georges Enesco, un morceau de bravoure pour les interprètes. Une musique exubérante que Wildefranc joue avec toute son âme. Enesco l'a écrite à l'âge de 17 ans. C'est l'un des plus grands violonistes de tous les temps. C'est mon musicien préféré. De plus, notre anniversaire tombe en même temps. J'en suis fière. C'est un vrai bonus. C'est le 19 août. Oui, j'en suis très fière. 105 ans plus jeune qu'Enesco, on trouve chez elle ce dévouement total à la musique qu'elle aime, du XXe siècle au classique. Son jeu est riche en tonalités, profond mais jamais appuyé. Chaque note nous émeut. Les prochaines dates de ces concerts se rapprochent. L'agenda de Wildefranc est bien rempli, mais c'est autre chose qui la rend nerveuse. Elle va bientôt passer son permis de conduire à Berlin, sa ville d'adoption. C'est angoissant de rouler à Berlin. La priorité à droite et toutes ces choses. Il faut rester très concentré. Mais je vais la voir. Je croise les doigts, même s'il y a pas mal de vibrato. Tellement sympathique, et les pieds sur terre. Wildefranc nous emmène sur les sommets de la musique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Métropolis sera à Pristina. En attendant, retrouvez-nous sur le site d'Arte. À bientôt!